Bien, je vais appeler les intervenants de l'après-midi, puisque nous avons une deuxième table ronde, comme nous en avons une ce matin. Pour conclure nos débats de la matinée, nous en avons une cet après-midi, avant quelques mots de conclusion générale. Alors, monsieur le gouverneur, vous nous avez montré, je vous en prie, je vous cherchais, l'importance de l'histoire. Merci déjà de nous accueillir. L'importance de l'histoire dans les crises. Et Dieu sait, vous l'avez rappelé, que nous traversons une crise très grave. Vous avez évoqué la crise des années 20 avec le président Poincaré et le gouverneur de la Banque de France, Moreau. Vous avez évoqué le général de Gaulle et Wilfried Baumgartner. Vous êtes actuellement le gouverneur de la Banque de France. Nous attendons aujourd'hui notre nouveau Poincaré, notre nouveau de Gaulle. Et je me permets de dire ça, puisque la Fondation Napoléon est puissance organisatrice également, que bien évidemment l'homme providentiel par excellence, c'est Napoléon Bonaparte. Alors nous allons procéder différemment de ce matin, parce qu'il y a une petite frustration, je le sais, dans l'assistance, puisque nous n'avons pas donné la parole au public. Donc je vous propose de questionner les 6 personnes qui sont intervenues tout à l'heure. Je les laisse libres, je suis un très grand libéral, d'interagir entre eux, mais nous conclurons par un temps de parole de l'assistance. Alors, bien évidemment, lui, toujours lui, il est partout. Et je voudrais commencer cette table ronde par Napoléon, comme je la conclurai tout à l'heure par Napoléon. Nous avons évoqué beaucoup la Banque de France, mais il y a les autres masses de granit, et il y en a une autre qui est directement liée à la Banque de France, c'est le franc germinal. Donc est-ce qu'on peut... Il a été simplement cité, le franc germinal. Est-ce qu'on peut revenir avec nos historiens et nos grands responsables de la Banque de France en quelques mots sur ce franc germinal? Peut-être Pierre, qui en est l'un des grands spécialistes. Le franc germinal, effectivement, est indissociable du redressement général. On a parlé effectivement du crédit, on a moins parlé de la monnaie. Le franc germinal, c'est réinspirer la confiance avec un taux de change par rapport à l'or et l'argent, puisque nous sommes dans un étalon bimétallique, or et argent, et avec une primauté à l'argent, puisque c'est plus d'ailleurs ce qui nous a donné le mot. Nous sommes plus une nation qui consacrait les espèces métalliques en argent par rapport à l'or qui était plutôt britannique. Alors il y a eu plusieurs marques de confiance, et dont une que je voudrais citer, qui paraît aujourd'hui et qui est totalement normale et qui a été oubliée, c'est que la grande innovation du franc germinal, c'est que le franc germinal est à la fois monnaie de compte et monnaie réelle. Alors je vais m'expliquer tout de suite, parce que cette distinction, évidemment, on ne peut plus la comprendre. C'est-à-dire que les prix étaient en francs et vous payez en francs. Vous allez me dire, mais oui, alors sauf que sous l'Ancien Régime, il y avait une monnaie de compte, la livre tournois, dans laquelle étaient exprimés les prix, et vous aviez une monnaie réelle qui était les écus et les louis, donc vous aviez un taux de change. Lequel taux de change était déterminé par le gouvernement, souvent par le souverain, qui jouait bien sûr sur ce taux de change pour parfois se financer ou pour des raisons économiques. Là, le fait que cette monnaie, ça c'est vraiment fondamental, mais je dis c'est tellement fondamental et évident qu'on l'a oublié, c'est que maintenant, à partir de 1802, 1803 exactement, les prix sont en francs, vous payez en francs, ce qui fait que le gouvernement, le régime ne peut plus intervenir sur le taux de change métallique, et que vous avez là un gage de confiance absolument certain. Alors, au départ, il y a quand même quelques bémols, et juste cela, c'est que Bonaparte tout de suite remet assez rapidement son effigie sur les pièces. Il rappelle là, c'est la marche vers l'Empire, il rappelle ce qui se faisait depuis l'Empire romain et bien avant, mettre le souverain, et on a trouvé beaucoup de ces pièces avec une entaille au niveau du cou, c'est-à-dire peut-être toi aussi on te coupera la tête. On ne lui a pas coupé la tête, il est mort à Sainte-Hélène. Merci Pierre, et on rappellera que le franc germinal nous a donné la stabilité jusqu'à la Grande Guerre, et que lui succédera le franc Poincaré. On a évoqué tout à l'heure Raymond Poincaré. Vous me permettez d'ajouter un mot? Je ne veux pas désordonner la table ronde.
Je rends au passage hommage à l'Université de Lorraine, le Lorrain que je suis vis-à-vis de vous. Mais je crois qu'il y a deux leçons du Front germinal pour aujourd'hui. La première, c'est ce que vous avez dit tous les deux, c'est sa durée exceptionnelle. Il y a très souvent ce cliché que l'Allemagne aurait une culture de stabilité depuis toujours et que la France ne l'aurait jamais eu. Il y a même eu un bouquin assez remarqué il y a quelques années d'un économiste allemand qui s'appelle Brunner Meyer et de Jean-Pierre Landau. Jean-Claude Trichet, pour citer un de mes prédécesseurs, rappelait très souvent le franc germinal, en disant qu'il y a une tradition de stabilité monétaire en France. Les jours où il était de moins bonne humeur, il se permettait de rappeler que les deux crises monétaires ont été plutôt en Allemagne, après les deux après-guerres, et pas en France. L'autre point, et je suis très rapide, c'est que je crois que l'histoire du franc germinal, qui a été une masse de granit, illustre une vérité très profonde sur la monnaie. Une bonne monnaie, c'est comme l'air qu'on respire. On ne s'en rend pas compte et ça paraît quelque chose de très naturel. C'est notre cas aujourd'hui avec l'euro. Mais c'est quand on est privé de la bonne monnaie, et c'est tous les désordres révolutionnaires, qu'on voit à quel point la monnaie est un socle de granit et surtout de confiance. Voilà. Donc je rappelle ça périodiquement parce que nous avons la chance, nous Européens aujourd'hui, d'avoir une bonne monnaie. Les pays qui en sont privés ne sont pas tous des pays totalement exotiques. On peut penser au Liban, on peut penser à l'Argentine jusqu'à une période récente. Et là, c'est une toxicité, pas seulement économique, sociale, très grave. Merci. Peut-être une question à nos deux intervenants de la table ronde centrale sur les agents de la Banque de France, en commençant par Mathieu de Oliveira, qui est un très très grand spécialiste de l'État au XIXe siècle, des finances publiques, et également de la prosopographie. Ah, voilà un mot très curieux qui m'est cher, c'est étudier un groupe, une institution au travers des hommes qui le composent. Alors nous avons la chance en France, j'estime en tant qu'historien que c'est une chance, d'être un pays très administré, et donc nous avons ces fameux dossiers de fonctionnaires et d'agents que tu as évoqués, avec une très grande liberté de ton au XIXe siècle qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui, puisque bien évidemment les fonctionnaires ont accès à leurs dossiers. Et un certain nombre de notations que tu as évoquées au XIXe siècle sont tout à fait impossibles aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ces études prosopographiques, et en particulier de celles que tu mènes? Bien sûr. Alors effectivement, d'abord c'est une particularité dans la recherche qui nous vient d'abord et avant tout des antiquisants. C'est d'abord les antiquisants qui ont fait de la prosopographie à propos de ce qu'on appelle le cursus honorum et en particulier les carrières équestres. Ça a été ensuite réutilisé par les médiévistes, les modernistes et, encore une fois, les contemporanéistes. Ça repose d'abord et avant tout sur l'établissement de listes de gens qui exercent les mêmes fonctions. Et à ce titre-là, les almanachs royaux, impériaux, nationaux, impériaux, puis encore nationaux, sont d'une grande aide dans la mesure où on sait qui fait quoi à quel endroit. C'est ce qu'on appellerait, pour faire simple, des bottins administratifs. J'en profite pour remercier la banque qui m'a fourni pour l'intervention que nous avons faite avec Anne-Sophie les manuels ou les annuaires de la maison et qui permettent aussi de retrouver un certain nombre d'éléments. Ça repose également sur la disponibilité de dossiers. Tu l'as indiqué, on a beaucoup de dossiers. On a beaucoup de dossiers qui sont conservés aux archives nationales, on a beaucoup de dossiers qui sont conservés à la banque. Il y a un petit angle mort, toujours dans le domaine financier, c'est les dossiers des finances. Pour un cas bien particulier, c'est qu'en 1871, au moment de la semaine sanglante, le ministère des Finances brûle intégralement et la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des dossiers, disons du au moins le deuxième et le troisième quart du XIXe siècle ont absolument disparu, ce qui fait une grosse lacune historiographique. On a beaucoup de mal à recomposer le parcours d'une partie des agents des finances parce qu'il nous manque, et on pourrait ainsi établir un comparatif terme à terme entre des agents, par exemple préfectoraux, dont j'ai parlé tout à l'heure, les agents de la banque et les agents des finances. Voilà. Mais ça permet de faire énormément de travaux qui sont vraiment très, très intéressants sur ce qu'on appelle l'histoire sociale ou les caractères professionnels. Je pense en particulier aux travaux qui ont été menés par Christophe Charles sur les universitaires, et qui permettent ainsi de reconstituer des parcours et des carrières et de voir comment est-ce qu'en termes d'histoire sociale, en termes d'histoire professionnelle, en termes d'histoire économique, on peut ainsi recomposer les éléments. Ça permet aussi, et on l'a évoqué rapidement, me semble-t-il, d'alimenter tous les travaux d'ordre généalogique.
On disait qu'une grande partie des travaux ou des demandes de consultation relèvent de cet ordre-là. C'est évidemment une source tout à fait exceptionnelle, dans la mesure où ça permet de retrouver plein d'éléments qu'on n'aurait pas forcément ailleurs, ou en tout cas des pistes qui permettent d'alimenter d'autres recherches. Merci Mathieu. Alors une question peut-être pour Anne-Sophie Martineau. Vous avez proposé un panorama assez époustouflant de la sociologie des 9000 agents aujourd'hui de la Banque de France. Et puis vous nous avez évoqué ce phénomène de féminisation. Alors la féminisation des agents, des ouvrières de la Banque de France, elle est très ancienne, elle remonte au milieu du 19e siècle. En revanche, celle des postes de direction est très récente à l'échelle de l'histoire, puisqu'elle a en gros, on va dire, un demi-siècle, à peine un demi-siècle. Et aujourd'hui, vous nous avez montré que la Banque de France est en pointe, puisque si je vous ai bien entendu, au sein du Conseil, 6 des plus hauts responsables de la Banque sur 13, c'est-à-dire presque 50%, sont des femmes. C'est tout à fait remarquable dans nos institutions aujourd'hui. Alors je vais vous titiller un petit peu. Vous avez utilisé les termes d'inclusivité, mais qu'en est-il pour les autres aspects ? C'est-à-dire les personnes en situation de handicap, les autres minorités. Est-ce qu'il y a également une excellence ici de la Banque de France ? Mais n'hésitez pas à me titiller sur ces sujets-là, parce que oui, oui, évidemment, le choix et de la diversité. Enfin, d'abord, c'est vrai que on pense, et sur la partie du comité de direction, on doit beaucoup effectivement au gouverneur qui avait annoncé pour encore un peu plus tard, mais on est allé plus vite que prévu, pour par exemple l'inclusion des personnes en situation de handicap. Vous savez que la loi fixe le taux à 6%. Cette année, on est à 7,33%. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Voilà, à la fois pour nos collègues effectivement qui sont sur place, pour notre marque employeur également. Et c'est aussi, je dirais, l'un des avantages du concours. C'est-à-dire que, hormis, effectivement, si on est amené à le savoir parce que les personnes ont un peu plus de temps pour concourir, mais parfois c'est simplement pas le cas. Et donc, je dirais qu'aussi notre diversité, elle se retrouve aussi dans nos concours, parce que voilà, il y a l'anonymat, etc. Et ça, parfois on se demande si on maintient des concours alors que c'est facile de faire du recrutement sur le marché du travail, mais ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on est attaché à ce concours, c'est que justement ça permet un peu de diversifier. Et puis ce que je disais pour les concours de cadre de direction, en effet, vous avez raison, les femmes, ça fait pas très très longtemps qu'elles le passent, même si les premières ont déjà eu une très belle carrière. Et là aussi, il faut qu'on aille un peu chercher en avance. Mais oui, effectivement, pour les personnes en situation de handicap, on est très bien placé. Merci beaucoup. Thierry, je crois que tu as une question. Oui. Et moi, c'était une question, alors c'est une question de base, basique. Vous nous avez parlé de conseil des gouverneurs. Est-ce que tous les chef de banque centrale s'appelle gouverneur. Est-ce que c'est l'exemple français qui les a obligés à prendre ce nom? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est au Conseil des gouverneurs, comment est-ce que vous prenez vos décisions? Est-ce que vous valez 20% lorsque vous levez la main, etc., etc. Je vais répondre. Je dis juste un petit mot en prolongement de ce qu'a dit Anne-Sophie sur la place des femmes. Et notamment la parité à laquelle nous sommes arrivés dans le comité de direction. On ne le fait pas pour faire joli ou pour satisfaire des quotas, ça c'est extrêmement important. On le fait parce que les femmes qui ont été nommées là, et Anne-Sophie en est une preuve parmi d'autres, avaient la compétence pour le job, et parce qu'objectivement, un comité de direction marche mieux quand il a cette diversité de points de vue. C'est une de mes petites fiertés dans ma vie. Pardon, je dis toujours que la Banque de France est la 5e organisation ou entreprise que j'ai l'honneur de diriger, donc 5 comités de direction. À chaque fois, j'ai essayé que les comités de direction, une fois que je sois parti, soient beaucoup plus paritaires qu'ils n'étaient quand je suis arrivé. Et à chaque fois, ça marche mieux. Mais c'est très important de garder cette motivation positive. On ne va évidemment pas succomber à la grande régression américaine qui attaque les politiques de diversité par principe. Mais nous le faisons aussi pour des raisons d'efficacité collective, et on ne remplace pas une injustice par une autre. Ça, c'est très important vis-à-vis des hommes de la Banque de France. Il ne faut pas que l'injustice qui a longtemps existé au détriment des femmes soit remplacée par une injustice ressentie par les hommes.
Je ne crois pas, mais nous sommes très attentifs à ça. Alors j'en viens à la question, ce n'était pas pour échapper à la question. Alors c'est une question qui est effectivement très souvent posée, parce que ce titre de gouverneur suscite toute une série de fantasmes. Il y a une dimension militaire, romaine, peut-être parfois coloniale, je le dis comme on est entre nous, et on me demande très souvent d'où ça vient. Alors d'abord, factuellement, je pense que la plupart de mes collègues sont effectivement gouverneurs. C'est le cas d'à peu près tout le sud de l'Europe, c'est le cas des Britanniques, c'est un tout petit peu moins le cas dans le nord de l'Europe où ils sont en général présidents. Alors vous en connaissez l'origine, il faut être honnête, c'est un terme anglais et pas français, c'est-à-dire que les dirigeants de la Banque d'Angleterre, créés un siècle avant nous, 1694, puisque la faillite de l'eau était passée par là, hein, et la méfiance des billets de banque a duré un siècle en France, mais ils s'appelaient gouverneurs. Et il semble, mais là je suis vraiment sous votre contrôle Thierry, il semble que dans les négociations avec l'empereur en 1806, on ait échangé pas mal d'indépendance contre le titre de gouverneur. C'était peut-être un plat de lentilles, mais Napoléon, avec un robuste réalisme, a fini par dire s'ils veulent s'appeler gouverneurs, pourquoi pas, du moment qu'ils sont pas trop loin de la main du gouvernement. Voilà. Mais voilà, donc on explique régulièrement cela. Bon, ça ne change pas beaucoup les choses, mais c'est vrai que je crois que mes prédécesseurs, moi-même les sous-gouverneurs, sont assez attachés à l'exotisme de ce titre. Ce qui compte quand même le plus, c'est la fonction. Alors comment est-ce qu'on décide? Le principe, c'est un homme, une voix. Alors là, malheureusement, il n'y a pas des masses de femmes autour de la table du Conseil des gouverneurs, mais il y a évidemment la première d'entre elles qui est la présidente. Alors ça peut paraître étrange par rapport à votre question, c'est que sauf sur les questions de gestion interne, le budget, le capital, etc., où là les voix sont pondérées par la part au capital, mais pour toutes les décisions de politique monétaire, je vais citer deux pays pour qui j'ai tendresse, mais qui n'ont pas tout à fait la même taille que la France ou l'Allemagne, le gouverneur de Malte ou le gouverneur de Luxembourg pèse autant que Joachim Nagel, mon collègue allemand, ou moi. Bah, ça, c'est la réponse juridique à votre question. Dans la confiance qui nous réunit ce soir, je dirais que dans la vraie vie, je pense que les grands gouverneurs, entre guillemets, ou les gouverneurs des grands pays pèsent quand même un peu plus dans le débat, y compris dans des discussions préparatoires, et que ça ne veut pas dire du tout que les gouverneurs de petits pays, entre guillemets, ne pèsent pas dans la réalité informelle, mais là, je crois que ça dépend énormément des personnalités. Hein. C'est à la fois, je dirais, un cercle tout à fait amical et de confiance. Nous sommes réunis en rond autour de la table, et on peut tout se dire, tout en sachant qu'on n'aura pas de fuite, qu'on ne sera pas déformé, etc. Mais évidemment, il y a une petite part de marché des idées, de compétition. Donc, comment le dire, mais jurez-moi de ne jamais le répéter, quand il y a des prises de parole, il y a des gouverneurs qu'on écoute plus ou moins à l'avance. C'est d'ailleurs extrêmement condamnable, ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'au bout de 10 interventions, on a fini par catégoriser les gens. Alors qu'à la 11e, il faudrait redonner une chance. Mais j'exagère un peu. Voilà. J'en profite pour dire, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été raconté, que nous sommes autour d'une table ronde, que nous sommes placés, et c'est un symbole non négligeable, non pas selon notre drapeau et donc le nom de notre pays, ce qui est le cas à Bruxelles ou dans tous les conseils des ministres, mais nous sommes placés selon notre nom de famille. Et donc quand je suis arrivé, moi j'étais assis à côté de Visco l'italien et de Weidmann l'allemand, ça fascinait les 23 autres, parce qu'à nous trois, on était quand même 3 poids lourds, mais on était les uns à côté des autres. Et puis il se trouve que Weidmann et Visco sont partis, donc maintenant je suis entre Vasle le Slovène et Vučkić le Croate, mais qui sont aussi tout à fait sympathiques, et que Nagel et Panetta, l'allemand et l'italien, sont partis de l'autre côté. Mais il y a un message très important à travers ça, c'est l'indépendance aussi par rapport à nos pays. Bien sûr, je n'oublie pas que je suis français, mais nous devons prendre le point de vue de la zone euro. J'ajoute pour vous faire sourire que ça se passe en anglais, ce qui est évidemment regrettable, mais en même temps extrêmement commode. L'anglais que nous parlons à Francfort n'a pas grand-chose à voir avec la langue de Shakespeare,
mais il a un énorme avantage, c'est que nous nous comprenons très bien entre nous. Le seul que nous ne comprenions pas, j'avoue, c'est le seul qui parle un vrai anglais. Alors, il n'y a pas de britannique, mais il y a un irlandais. Nous ne le comprenons pas. Et quand nous arrivons à Washington ou à Bâle, là, nous retrouvons des Américains, des Anglais, enfin, des êtres tout à fait exotiques, voilà, qui parlent entre eux, qui se font un certain nombre de plaisanteries. Mais voilà, c'est quand même une langue beaucoup moins riche et compréhensible que celle que nous parlons à Francfort. Alors, il y a une question que je voudrais aborder qui a été très peu évoquée, en fait, tout au fil de la journée. Elle est pourtant centrale aujourd'hui dans nos sociétés de la communication, hein, où quasiment tout est communication, presque de l'immédiateté, où il faut être présent sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais poser la question, alors on a avec notre gouverneur actuel un maître de la communication, mais plus largement, quelle est la communication de la Banque de France? Et puis peut-être qu'on fera intervenir également François de Coustin, qui a dirigé la communication de la banque sous deux gouverneurs. Alors, je vais peut-être commencer. Je crois que le principal but de la communication d'une banque centrale, c'est d'éclairer les concitoyens sur la réalité de la situation économique, leur donner des repères les plus objectifs, chiffrés possibles, à la fois sur la situation dans le pays, puis la situation européenne. Et je crois vraiment que c'est ça qui est le cœur de la communication. Et puis ensuite, la Banque de France a un certain nombre de mandats, de missions. Il est normal qu'elle rende compte de la façon dont elle exerce ses missions, avec des succès, avec des choses qui sont encore en progrès, mais ça me paraît absolument fondamental pour préserver la confiance, qui est vraiment la valeur centrale qu'on évoquait tout à l'heure, de rendre compte à l'ensemble des concitoyens de la réalité de l'action d'une banque centrale. Et c'est ça qui guide totalement notre communication. Derrière cette stratégie globale, il y a évidemment des éléments d'actualité sur lesquels on attend l'expertise de la Banque de France. Par exemple, les débats sur les cryptoactifs, sur les stablecoins. Il est normal que, via notre fonction de stabilité monétaire et financière, on soit amené à s'exprimer sur ce type de sujet. Mais donc, il y a une stratégie globale, imprimer autant que possible notre vision objective de la situation, avec des repères, avec un rendu compte de notre action, et des éléments d'actualité qu'il nous faut commenter parce que c'est dans le cadre de nos missions. La communication de la Banque de France institutionnelle, elle existe plutôt depuis l'après-dernière guerre mondiale. On peut évoquer, mais comme un mauvais souvenir, le fait qu'entre deux guerres, la Banque de France communiquait de manière financière auprès d'une presse dont l'honnêteté était faible et la vénalité grande, mais ça c'est un mauvais souvenir dont on ne reparlera plus. J'ai évoqué tout à l'heure, pour faire un peu rire à la galerie, mon année préparatoire de Sciences Po. Il y avait un opuscule qui était particulièrement apprécié des étudiants qui s'appelait La Banque de France et la Monnaie. Et quand j'ai travaillé sur la Banque de France et la Monnaie, c'était loin d'être la première édition. Et c'était quelque chose qui en fait est très important dans la com de la banque, c'est que avant même d'avoir un service de presse, avoir des gens qui s'occupent des rapports avec la presse, elle s'est énormément souciée des rapports avec le public pour présenter son action. La Banque de France et la Monnaie, c'était la Bible de la banque. Elle a disparu en 1999, puisque c'était plus la Banque de France et la Monnaie. La monnaie était partie dans la zone euro. Mais partagée. On peut peut-être dire partagé plutôt que parti, François. Mais continuez. Je veux dire, la responsabilité de la communication essentielle venait un peu plus... Mais ce que je veux dire, la communication de la Banque de France envers le public, c'était vraiment la mission première de la communication. La deuxième mission de communication qui est apparue comme très importante dans les années 80, c'est la communication envers le personnel. Le premier numéro du journal interne date de 1984. Il s'appelait Banque de France Communication. Il s'appelle maintenant Fréquence Banque. La communication vers le personnel, qui était le double de celui qu'il est aujourd'hui, était aussi extrêmement importante. Le service de presse, c'était pas mal. Et le premier directeur de la communication a dû être nommé au début des années 90. Voilà, un petit bilan rapide de la communication. Et après... le premier communicant de la banque, ça reste quand même le gouverneur. Du coup, j'abuse pour rajouter 2 fois 30 secondes. Je crois que cette question est absolument essentielle. Hein. C'est une condition de l'efficacité de notre action et c'est aussi une condition de la légitimité démocratique. Alors, je vous raconte 2 petites histoires qui sont pour moi 2 pôles
La première, c'est l'histoire d'Alan Greenspan vers 2005. Je ne sais pas si tout le monde la connaît ici. Elle a été évoquée. Non. Et elle nous est très souvent reprochée. Alan Greenspan fait une audition devant le Congrès américain. C'est le président charismatique de la Fédérale Réserve. Et il fait un développement probablement d'une technicité remarquable. Et un des congressmen qui était là lui dit ça doit être Chairman. Hein. Mr. Chairman, je vous ai bien écouté, et donc si j'ai bien compris, vous avez voulu nous dire que probablement les taux vont baisser. Et Greenspan, c'est il y a 20 ans, sans se démonter, reprend le micro et dit « Dear Congressman, si vous avez compris quelque chose à ce que je viens de dire, c'est que je me suis mal exprimé. » La phrase est authentique et elle est totalement dépassée. La Banque centrale d'aujourd'hui, ça n'est plus ça. L'obscurité est à la fois inefficace et illégitime. Alors je vous raconte une autre histoire qui n'est pas celle d'Alan Greenspan, mais de quelqu'un qui m'est encore plus cher, qui est ma fille. Là, j'ai pris mes fonctions en 2015, pardon pour ceux parmi mes proches ici qui l'ont déjà entendu. Et 6 mois plus tard arrivent les vacances familiales, l'été 2016, et je me dis qu'il faut un peu que j'explique à mes enfants, nous avons la joie d'avoir 5 enfants, tous adultes, normalement éduqués, qu'il faut que j'essaye d'expliquer mon métier, la monnaie et la politique monétaire. Je prépare soigneusement, je fais quelque chose qui me paraissait assez incarné et limpide. J'attends le dessert, je fais mon petit exposé de 10 minutes, un quart d'heure. Bon, je sentais une attention pleine d'affection, et à la fin, c'est l'aînée de nos filles qui s'est dévouée. L'aînée de nos filles est médecin, pour montrer, elle n'est pas totalement autodidacte, et elle me dit « Papa, c'est bien ton truc, mais la prochaine fois, essaye de faire encore plus simple. » Je vis toujours devant chaque micro de cette phrase de ma fille. La simplicité et l'accessibilité, c'est le premier respect que nous devons à nos concitoyens qui sont nos mandats. Merci. Alors, avant de donner la parole à l'assistance, et du coup, je vais réduire mes conclusions pour que vous ayez bien évidemment un temps d'échange avec nos intervenants. La question par symétrie de ce matin, pour vous, messieurs et mesdames les intervenants, Napoléon, en un mot ou en une image. Alors, qui commence ? Mathieu. Alors, je vais rebondir sur François de Coustin et je vais faire l'avocat du diable. Un autocrate organisateur. Alors, les historiens peut-être d'abord. Non, il est magnifique, le billet de 100 francs Bonaparte. Il faut le réimprimer. C'est Napoléon et l'argent. Il est tellement beau. C'est une œuvre d'art. C'est adapté, mais c'est sincère. Je l'aime beaucoup. Vous connaissez tous l'expression, il y a les architectes et les pompiers. Je dirais que Napoléon Bonaparte est sans doute le premier pompier à être devenu architecte. Ah, beau. Beau. Le paradoxe. Alors, un seul mot, ce sera évidemment 2. Moi, je dirais volonté, courage. Sans résonance avec l'actualité. Non plus. Je partage tout ce qui a été dit. Il m'arrive de penser et même de dire que nous sommes encore plus heureux d'être les enfants de Bonaparte et du premier consul que de Napoléon. Pardon de le dire comme ça, mais je pense que l'œuvre de paix civile est encore plus remarquable. Et l'œuvre de guerre un peu moins forte. Je dirais visionnaire et autorité. Merci. Donc la parole est à l'assistance pour quelques questions. Voilà. Moi, j'ai une toute petite question. Lorsque j'étais môme et que je jouais dans le grenier, je trouvais des affaires, voilà. Et il y avait des pièces qui ont dû être faites après-guerre avec des trous au milieu. Et comment vous appeliez cette monnaie-là ? Monnaie de singe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Qui ont été faites après-guerre, je pense. Éric Lacourège devait être né. Alors non, je n'étais pas né, mais ceci dit, ces pièces-là, dans mon souvenir, étaient des pièces qui avaient été démonétisées, je pense. Hein, donc elles étaient... Il y a eu pour l'économie du métal,
aussi. Voilà. Oui, on a fait un trou. Ah, d'accord. Oui, je crois que c'était pour économiser du métal. Donc vous faisiez un trou au milieu? Oui. Ah, d'accord. D'accord. Merci. Merci. Une autre question. Alors, il y a plusieurs doigts qui se lèvent. Monsieur. Oui, allez-y. Oui. Bon, on a parlé de lui, toujours lui. Et lui, il a sa statue actuellement sur l'hôtel de ville de l'ancienne préfecture des Bouches-de-l'Elbe. Est-ce que la Banque de France ont suivi les annexions de l'époque de Napoléon entre la mer Baltique et la mer Adriatique, où à Split, la rue principale s'appelle la rue du Maréchal Marmont? Pierre? Oui, sur la banque, je crois pas. Enfin, on avait parlé ce matin de l'extension déjà sur les départements. J'ai pas souvenir de comptoirs ou de projets dans les départements annexés. Le franc germinal, en revanche, son système bimétallique et son taux de change par rapport aux deux monnaies, s'est effectivement exporté, notamment en Slovénie, où aujourd'hui, monnaie, ça se dit franc. Et donc, il y a eu une expansion monétaire du franc, moins par, si je puis dire, forcément une référence au pays ou à la France, mais par son efficacité et son taux de change qui était très adapté à, effectivement, à la circulation monétaire et les parités hors argent de l'époque. Donc en fait, il y a eu un début d'expansion monétaire, mais qui était plutôt lié aux qualités intrinsèques de la monnaie. La Slovénie, vous savez sans doute qu'il y a une place à Ljubljana qui comporte une statue de Napoléon Bonaparte. Alors, pas forcément en lien avec le franc germinal, mais aussi parce que son action dans ce pays a surtout consisté à les priver à un moment des Autrichiens. Monsieur Lenz. Excusez-moi, j'ai une question, et c'est pour madame. Est-ce que vous avez des étrangers qui travaillent à la Banque de France, alors communautaires et extra-communautaires? Oui. On a effectivement, au niveau européen, c'est certain, et on en voit aussi, comme on l'a vu. Donc, beaucoup de nos collègues aussi en Europe et dans les institutions internationales. Et on a notamment au niveau de nos chercheurs, on va les chercher sur le job market, donc là, c'est mondial. Donc, pardon. En fait, il est américain. Donc, enfin, il est international, plus exactement. Donc, on va les chercher. Ensuite, pour être en CDI, je crois qu'il faut faire partie de l'Union européenne. Voilà. Mais pour citer un exemple au cœur du cœur, c'est-à-dire la direction de la politique monétaire chez nous, le directeur adjoint est australien et un des chefs de service est allemand. Et il y a plusieurs collaborateurs venant de ces pays. Peut-être une ou deux questions, madame? Ça va marcher. Alors, merci beaucoup pour vos interventions très riches et vraiment, je pensais connaître l'histoire de notre institution, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et la question, elle est plus particulièrement pour les personnes qui ont parlé de RH ici. Et aussi ce matin, j'ai entendu à plusieurs reprises parler de l'inspection générale dans la création des comptoirs, là, dans l'évaluation de nos personnels. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la création de cette inspection générale? À quel moment elle est arrivée à la banque? Est-ce que c'était à la création de cette institution à l'origine? Et à quel moment l'inspection a arrêté d'évaluer l'ensemble du personnel du réseau, puisqu'on a vu les évaluations que vous nous avez présentées et commentées? Donc, merci pour vos réponses. Alors, je peux répondre à la première partie de la question, moins à la seconde partie, mais je laisserai le secrétaire général compléter. En fait, la création de l'inspection intervient en deux temps. Il y a un premier inspecteur en 1808, et donc, entre guillemets, presque au début. C'est un ancien banquier ou correspondant de Rouen, dans mon souvenir, qui s'appelle Antonini, et qui assure les fonctions de surveillant, inspecteur pour les trois comptoirs dont on a parlé, c'est-à-dire Rouen, Lyon et Lille. Donc il a une petite charge de travail, d'autant qu'on l'a dit également, en 1813, 14, 15, tout ça disparaît. Et donc l'inspection, par la force des choses, disparaît en même temps, puisqu'il n'y a plus qu'une administration centrale parisienne. Elle est reconstituée en 1852, c'est-à-dire presque 15 ans après le début
de la conquête par la banque des départements, par l'instauration de comptoirs puis de succursales en 1848. Et là, on va avoir 5, puis 10, puis 15, puis une vingtaine de personnes, avec un cursus qui est totalement calqué sur celui de l'inspection des finances, sous-inspecteur, inspecteur de 4e classe, 3e classe, 1re classe, inspecteur général, avec des tournées. Et on a, exactement sur le même modèle que celui de l'inspection des finances, des territoires, des domaines qui sont affectés à un inspecteur général associé à 2 ou 3 inspecteurs qui font la tournée, qui font toutes les inspections et qui font les documents que je vous ai montrés. Ça dure jusqu'à au moins 14, j'en suis absolument certain, sans doute 40, très probablement, et ça s'arrête. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement, je dirais, en sens opposé entre comment dire, la transparence à l'égard des personnes évaluées et le nombre de personnes évaluées. C'est-à-dire qu'à mesure où il y avait une exigence de transparence et donc de communication des notes d'inspection aux intéressés, le nombre de personnes intéressées s'est sensiblement réduit. Et donc il y a quelques années, il n'y avait plus que les directeurs et les caissiers. Et puis, il y a une dizaine d'années, ça s'est interrompu, ce qui n'empêche pas les inspecteurs d'avoir une idée assez précise de la qualité du travail d'un directeur. Et il y a quelques années encore, l'inspection générale participait aux discussions en vue de nommer les directeurs. Mais ça, c'est terminé. Peut-être que François Cronier, qui a été inspecteur, je crois, pourrait compléter. Non ? Alors, c'est réglé. Alors peut-être une ultime question. Je vois, monsieur, que vous aviez levé le doigt à 2 reprises. Est-ce que... Oui, c'est vous. Oui, oui. Est-ce que vous voulez poser votre question ? Le micro ne fonctionne pas bien. Mais vous avez la voix qui porte. On vous écoute. Il me semble, je suis arrivé un peu tardivement, vous l'avez noté, je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin, il y a une période de notre histoire, un passé qui ne passe pas, et je ne sais pas si vous l'avez évoqué, monsieur le secrétaire général. Il me semble que vous l'avez survolé. Je veux parler de la défaite de 1940 et l'occupation. La France est divisée non pas en 2 zones, mais en 6, comme on le dit généralement, mais en 6 zones en réalité. On doit payer les frais de fonctionnement de l'armée allemande, 400 millions par an en 1940, ça passe à 550 millions à partir de 1941. Il y a un peu d'or qui a été réparti, je crois, il me semble au Sénégal, l'opération Dakar, un peu en Angleterre, un peu aux Antilles. Exact. Quelle est la position de la Banque de France pour mettre à flot notre pays, ce qui va permettre au général de Gaulle, le 25 août 1944, de réinstaller l'État au ministère de la Défense qu'il avait quitté 4 ans plus tôt, comme sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre. Oui, ce que vous dites est parfaitement juste. Dès 1939, donc dès la déclaration de guerre, pendant toute la période de drôle de guerre, la Banque de France, et je crois que c'est vraiment de sa propre initiative, a pris sur elle de sortir l'or de Paris pour l'acheminer, comme vous l'avez dit, à la fois au Sénégal, dans les Antilles, à Halifax, à New York, de manière à la protéger en cas d'une éventuelle invasion du territoire. Et ça a parfaitement fonctionné, si bien que lorsque des officiers de la Wehrmacht se sont présentés à la fin du mois de juin 1940 à la Banque de France pour saisir l'or, eh bien on leur a montré que la souterraine était vide et tout l'or avait été mis en sécurité, non seulement l'or de la France, mais également l'or de pays qui nous avaient confié leurs richesses, à savoir la Pologne et la Belgique. Et donc cet or a été protégé. Je dois reconnaître que les conditions de restitution à la fin de l'année 1944 ou au début de l'année 1945 ont été exemplaires, c'est-à-dire qu'à quelques dizaines de kilos près, la totalité de l'or a été retrouvée en dépit de conditions de transport qui pouvaient être parfois extrêmement rocambolesques. Et on peut ajouter, sous le contrôle de Claude, que c'est un cas de désobéissance héroïque. On rapproche rarement ces 2 qualificatifs, puisque le 17 juin 1940, le maréchal Pétain ordonne de cesser les combats et de cesser toute action de résistance. Il reste à ce moment-là quelques bars et quelques longos encore à évacuer de France, et quelques agents de la Banque de France, je crois 5 ou 6 dont on a gardé les noms, prennent sur eux de continuer la sortie du territoire
de cet or. Et je suis toujours frappé par cette coïncidence de date. Le dernier lingot d'or de la France quitte le port du Conquet, à côté de Brest, le 18 juin 1840 à 18h. Je trouve que c'est une assez jolie histoire. Bien, écoutez, je vous remercie. Alors, je vous propose, pour terminer, quelques mots, je vous rassure, très brefs, de conclusion. L'universitaire que je suis est au moins autant attaché que les banquiers à la ponctualité, et donc nous allons terminer à 17h45. Alors, je dirais que l'événement qui nous a réunis aujourd'hui était à la fois un événement indispensable, nécessaire, et également, me semble-t-il, et je pense que vous en conviendrez, une réussite. Avant de vous développer ces deux points très brièvement, laissez-moi encore remercier la Banque de France de nous avoir si gentiment accueillis pour la 3e fois, après le colloque Napoléon et l'économie, il y a 9 ans, le colloque Napoléon III et l'économie, dont les actes ont paru à CNRS Éditions l'an dernier. Eh bien, nous avons été réunis aujourd'hui pour évoquer la Banque de France elle-même. Alors, et je remercie également Arnaud Manas, j'allais l'oublier, mais il est l'une des chevilles ouvrières de ce colloque, il est à l'interface et en perpétuelle, je dirais, communication avec la Fondation Napoléon. Alors, événement nécessaire, disais-je, et le gouverneur l'a rappelé dès son propos introductif ce matin, et c'est revenu à plusieurs reprises. Nous traversons aujourd'hui, vous le savez tous, une crise systémique, une crise majeure, une crise mondiale dont on ne sait pas où elle va nous entraîner, et nous avons besoin de repères, de masses de granit où nous arrimer, et s'il est bien une masse de granit où nous arrimer, c'est bien évidemment la Banque de France. Mais il nous faut également faire œuvre de pédagogie, d'où ma question tout à l'heure sur la communication. Et la Banque de France a toujours eu une communication très très intéressante. Alors, je rappellerai pour nos plus jeunes qu'il existe aujourd'hui, bien évidemment, je les encourage à y aller, la Cité de l'économie, Citéco, qui est tout à fait remarquable, hein, dans le 17e arrondissement, station de métro Malesherbes, hein, pour s'y rendre. Et puis, certains s'en souviendront peut-être, il y avait eu les cahiers anecdotiques de la Banque de France, hein, qui avait été une initiative tout à fait remarquable pour faire connaître l'institution. Je siège moi-même au comité historique du Conseil d'État et nous avons également une politique pédagogique très importante. Alors j'en profite pour faire un petit peu d'autopromotion. En ce 150e anniversaire de l'arrêt Prince Napoléon et de l'installation du Conseil d'État au Palais Royal, nous organisons, à la suite de ce colloque-ci, 2 colloques au Palais Royal et je vous invite à vous y inscrire. Mais surtout, l'événement qui nous a réunis aujourd'hui est une réussite. D'abord par son format. Cela a été souligné. J'ai participé environ à 150 colloques dans ma vie, et c'est très rare de voir un colloque comme celui-ci qui fait dialoguer des historiens éminents, et les plus hauts responsables en activité d'une institution. Donc encore une fois, merci à nos 12 intervenants pour cette raison. Alors normalement, à ce stade de ma présentation, je devrais me lancer dans un résumé. J'ai pris des notes fébriles tout au long de la journée des différentes interventions. 12 intervenants, nous en avons pour un quart d'heure. Alors écoutez, ce que je vais faire, je vais vous renvoyer à la lecture des actes. Et ça me permet de signaler qu'il y aura bien évidemment des actes de cet événement. Je crois, Thierry, tu infirmes si ce n'est pas ça, sur Napoléonica. Napoléonica, la revue, donc ça sera en ligne. Très fort taux de consultation, des centaines de milliers de connexions. Et je voudrais, pour terminer, vous dire 2 petites choses. Vous avez vu qu'il y a des mots qui sont revenus très souvent tout au fil de la journée, et ce sont des mots qui me semblent extrêmement significatifs, monsieur le gouverneur, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers collègues, chers amis. Alors tout d'abord, premier en l'occurrence, bien évidemment, le mot confiance. Hein. Il a été cité, et j'ai dû en oublier, 19 fois au cours de la journée. Et je n'ai pas coché, à partir du moment où je suis monté à la tribune, on a dû exploser ce chiffre. Alors la confiance, bien évidemment, pour insuffler cela au système économique, aux partenaires internationaux, et on l'a rappelé, bien évidemment, aux citoyens, puisqu'une institution comme la Banque de France
est redevable à tous les Français. Mais d'autres mots également sont apparus, l'inscription dans la durée, et il faut le mentionner dans un colloque historique, la fidélité, la sécurité, évidemment l'expertise, et puis bien évidemment la sagesse. Je rappellerai une dernière fois la devise de l'institution, elle est très belle, la sagesse fixe la fortune. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais conclure, ils sont peu nombreux, on l'a dit, des historiens de l'économie et des finances, mais il y en a deux très éminents qui avaient travaillé sur la Banque de France, et je voudrais pour terminer, ne sont plus parmi nous, leur rendre hommage. Romuald Zrankiewicz, qui avait travaillé à la Sorbonne sur les gouverneurs, les régents et les censeurs du consulat et de l'Empire, c'est-à-dire les premiers, et également Alain Plessis, qui lui avait travaillé sur la Banque de France, ses 200 actionnaires, mais le gouverneur et les régents et les censeurs sous le Second Empire, une période que certains le savent, qui m'est particulièrement chère. Eh bien, je crois que à la fois Romuald Zrankiewicz et Alain auraient été extrêmement fiers de cette journée. Je vous remercie, mesdames et messieurs.